Alors, une interview cette fois-ci qui, je crois, est un des premiers, puisqu'il date de... Waouh, il date du 12 mai, mercredi 1999. Je suis passé à l'antenne de Radio Mont-Blanc. Alors là, ça, c'est un sacré interview, hein. C'est parti, mon kiki. On y va, les amis. Bonne journée aussi. Hop là. Ça va démarrer le son. Bonjour à tous, nous partons en altitude ce matin. Je reçois le recordman du plus long séjour en altitude au sommet du Mont Blanc, Jean-Claude Mettefeux. Bonjour. Bonjour auditeur. Alors vous êtes effectivement le recordman du plus long séjour sur le toit de l'Europe. Vous avez passé 28 jours en 1993 au sommet du Mont Blanc et vous avez décidé aujourd'hui de battre votre propre record. Alors comment ça va se passer ? Ça va se passer de façon concrète, assez naturellement, facilement pour moi, parce que je suis habitué à ce genre de choses. Ça va être mon 7e séjour en haute altitude, un peu similaire. J'y suis très préparé parce que chaque année, je retente de battre mon propre record de l'été 93. Alors cette fois-ci, vous avez décidé de rester 60 jours sur le toit de l'Europe. Oui, effectivement, je vais tenter au moins d'y rester l'équivalent de 8 semaines, 2 mois entiers. Pour moi, en premier, l'essentiel, c'est psychologiquement être bien, et cette fois-ci, je me sens vraiment très, très équilibré. Vous n'avez pas d'angoisse comme ça avant de partir ? Là, je n'ai réellement, j'allais presque dire, aucune angoisse. Pour moi, c'est plutôt, j'allais dire, lié à mon état d'esprit quand je retournerai de là-haut, parce que pendant quelque temps, on est un peu, j'allais dire, débranché du reste du monde. Justement, comment est-ce que vous vivez concrètement à 4800 mètres d'altitude ? La réalité au sommet du Mont Blanc, c'est que ce n'est pas la même chose que d'être pendant 3 semaines au camp de base de l'Everest, par exemple, qui lui-même est à 5000. C'est là-haut être prêt, quoi qu'il arrive, à affronter des tempêtes qui peuvent atteindre 240 km/h. Donc être évité, bien organisé. Et le plus gros danger reste la foudre. Alors j'ai décidé cette fois-ci de me mettre légèrement sur le sommet pour éviter la foudre et d'atteindre le sommet dès que les conditions météo le permettent à chaque fois, mais tout près du sommet en réalité. Comment vous faites pour manger, pour dormir ? Vous emmenez avec vous une tente et puis de la nourriture ? Oui, je suis toujours parti avec en général une centaine de kilos de matériel, à savoir 2 toiles de tente pour en remplacer une si elle cassait, mais ma toile de tente est toujours mise dans un trou, lui-même bouché, j'allais dire, par une bâche tendue fortement avec des blocs de neige. Et mes provisions m'accompagnent évidemment en conséquence, c'est-à-dire il y a à peu près 1,5 kg de nourriture par jour. Et le reste du matériel, bon, c'est du matériel évidemment élaboré pour le froid, l'altitude, la pluie, il n'y a pas de pluie, mais enfin je veux dire l'humidité, et surtout au niveau des pieds. Puis c'est régulièrement réussir à faire sécher ces vêtements qui gèlent, disons qui s'humidifient au fur et à mesure soi-même avec le réchaud. Mais j'ai rien d'autre au point de vue source de chaleur que mon réchaud pour faire ma cuisine. Vous êtes en autonomie complète, il n'y aura pas de ravitaillement au cours de ces 60 jours. Non seulement il n'y aura pas de ravitaillement, mais il y aura quasiment personne directement qui viendra m'apporter quoi que ce soit. Cependant, vous allez croiser pas mal de monde au sommet du Mont Blanc. Oui, et grâce à ces gens que je croiserai, je remercie tous les gens que je croiserai au fur et à mesure de mon aventure de bien vouloir attester ma présence au sommet sous forme d'une signature, du nom de la personne rencontrée, de l'heure, et puis voilà. Parce que votre but, c'est de figurer au Guinness Book des records, bien sûr. Oui, j'ai ce but, entre autres, et puis aussi dans un autre livre de chez Larousse, je crois, qui parle de records aussi chaque année. Et puis ensuite de m'attaquer, si possible, à ce genre de performance, mais en Amérique du Sud, au sommet de la Concagua. Qu'est-ce qu'on fait de ces journées quand on est comme ça, tout seul, à 4800 mètres d'altitude ? Une fois qu'on est pris dans l'ambiance de l'aventure, on trouve toujours quelque chose à faire. D'abord, à bien s'isoler du froid, du vent et des intempéries. Ensuite, il faut penser à faire un peu sa cuisine, penser à faire sécher les affaires, prendre des notes, éventuellement avoir un contact radio avec le reste de la vallée. Voilà, et finalement, les journées passent très vite, sans parler des photos, des clichés, des prises de vue pour les sponsors, pour faire de la publicité pour du matériel. Qu'est-ce qui est le plus dur finalement ? Ce sont les conditions météorologiques ou la solitude ? Moi, franchement, au Mont Blanc, j'ai pas trop de problèmes au point de vue solitude à cause des gens qui viennent quand il fait beau au sommet.
Je crois que le plus dur pour rester quand même sur Terre, c'est d'évoquer et d'aborder le côté pas scientifique, mais disons lié à l'altitude en soi, c'est-à-dire à diminution de l'oxygène, quoi. Et c'est arriver à passer des bonnes nuits sans prendre de somnifères si possible, parce que bon, prendre 3 jours de somnifères, ça va, mais s'y habituer, c'est pas une solution, quoi, dans mon esprit d'aventurier. Comment est née cette idée finalement de partir dans ce genre d'aventure en quelques mots? Comment c'est venu chez vous? Moi, c'est venu à la suite d'une émission de radio sur France Inter, Michel Siffre, spéléologue, qui battait le record de France de vie sous terre, et c'était le premier bonhomme à vivre ce genre d'aventure. Bon, moi j'étais claustrophobe, quand j'ai écouté ça en m'endormant un soir en 92 sur France Inter, je me suis dit je voudrais vivre la même chose, mais quoi, où? J'ai pensé au Mont Blanc en m'endormant, et le lendemain j'ai commencé à préparer mon projet, j'ai mis 1 an pour partir. Alors Jean-Claude Mettefeux, vous savez peut-être que dans l'Himalaya, dans un autre massif, un Sherpa qui s'appelle Babou Chiri, il va tenter prochainement le même genre de record que vous. Il a déjà fait 7 fois l'Everest et son objectif c'est de rester 20 heures au sommet sur le toit du monde à 8810 mètres d'altitude. C'est un record de survie. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'exploit-là? Moi, je dis bravo en premier à quelqu'un qui a une idée et qui essaye de la vivre. C'est mon cas. Et moi, je lui dis bravo parce que son idée, bon, elle est ce qu'elle est. Moi, j'ai pensé à la même idée, sauf qu'il y a 5 ans en arrière, et j'ai pensé à 10 jours au sommet de l'Everest. C'est un jeu qui peut être dangereux quand même là, finalement, à 8000, au-dessus de 7005, ça devient franchement dangereux, non? Non, non seulement c'est un jeu qui devient dangereux, mais il ne faut pas considérer, je crois, que c'est un jeu. Il faut peut-être penser dans sa tête au mot, parce qu'il existe dans le dictionnaire, mais en soi, au fond de soi, on sait qu'on joue avec les extrêmes, y compris évidemment les siens, et il faut arriver à être conscient de l'équilibre entre les extrêmes extérieurs et ses extrêmes personnels, sur le plan caractère, ressources humaines, et c'est à chacun de... C'est pas un défi envers la nature, mais en même temps, au fond de soi, on sait que c'est quand même un défi déjà envers sa propre personne. En ce qui concerne la nature, elle n'a pas besoin qu'on la défie. Elle est assez forte pour le prouver d'elle-même, sans la défier. Quand il arrive une catastrophe, un sérac qui tombe ou qui tue des gens, ou autre chose. Mais je veux dire, finalement, c'est oser se mettre ce défi intérieur à la comparaison de la puissance que représente pour soi la nature. Et voilà, et c'est vivre en allant en avant dans ce sens, au point de vue harmonie interne, externe avec la nature, quoi. Maintenant, chacun voit et chacun décide. Mais au fond de soi, au départ, on peut avoir des idées. Si on a des idées, c'est qu'on a une raison peut-être d'essayer de vouloir les vivre, quoi. Jean-Claude Mettefeux, les scientifiques ont prouvé que des séjours prolongés en altitude avaient un effet destructeur sur certaines cellules du cerveau. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, par exemple? Bon, alors moi... quand j'entends ce mot scientifique, bon, je vérisse un peu, parce que la science, elle commence où pour un bébé qui est dans la vie? Par quelque chose réellement, concrètement sur le terrain? Est-ce que c'est par trouver sa nourriture dans son esprit, à boire, etc. Est-ce que ça, c'est déjà un bébé surdoué scientifique? Bon, tout ça, d'accord, la science, j'y crois. Moi, j'ai 3 diplômes d'électronique. Bon, je pense que c'est une chose... Je lisais récemment quelque chose de bien, puis demain commence à Chamonix le Festival des sciences. Pour rien vous cacher, j'ai écrit hier encore au CNRS pour leur parler de mes aventures. Et puis, Michel Réchalet de la Fondation de l'Arc, il y a 3 ans, j'ai essayé d'avoir des panneaux avec Total Énergie solaire pour faire fondre, pour avoir de l'eau au sommet du Mont Blanc. J'ai eu l'adresse de Total Énergie ne m'avait même pas répondu. Bon, c'est pas grave, mais je veux dire, des scientifiques dignes de ce nom, je pense qu'en premier, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre des personnes aventurières, qui vivent l'aventure, et essayer de non seulement les comprendre, mais de leur dire eux-mêmes ce qu'ils pensent réellement, au lieu de leur dire c'est mortel, etc. Mais n'importe quelle recherche scientifique comporte du danger, que ce soit un chercheur en laboratoire qui manie des produits dangereux. Moi, je manie quoi? Au bout de mes doigts, au bout de mon nez quand je respire, un milieu où l'oxygène est plus rare. Disons que, pour vous préciser la chose, il y a en même quantité, sauf que sa pression est moins importante. Bon, si on se met en hyperventilation, on fait rentrer plus de quantité, donc en même temps on rééquilibre la pression. Mais rattraper le déficit de cette pression d'oxygène, scientifiquement, c'est ça qui serait intéressant de faire et d'arriver à voir si comment on peut en hyperventilation rattraper la diminution de pression qui augmente en oxygène. Mais Jean-Claude Mettefeux, est-ce que ça vous fait pas un petit peu frissonner quand même de savoir que quand vous faites un séjour en altitude, vous allez perdre quelques-uns de vos neurones? Ben, je fais des globules rouges de notre côté. Est-ce que je vais perdre des neurones? Franchement, moi je vous dirais que
je suis dans un état, ouais, un peu second, mais tout le monde l'est, même celui qui a jamais fait un 4000, il se retrouve dans cet état-là, et c'est un état en même temps euphorique. Et moi, je crois qu'il y a des choses que la science n'a pas prouvées, mais c'est que grâce à l'euphorie, on sécrète des hormones que les scientifiques ne connaissent encore pas, et que ces mêmes hormones peuvent être à la base de rééquilibrer le régime interne par rapport à la circulation du sang dans le cerveau et par rapport à de tas d'autres choses. Bon, je dévore avec assiduité certaines notes liées à l'altitude que j'ai retrouvées dans des revues de montagne à droite à gauche et dans certains livres. Je ne les citerai pas ici, c'est beaucoup trop long. J'essaye moi de comprendre moi-même quelque chose par rapport à ces notes, mais je crois non seulement en tant qu'aventurier à des choses qu'on n'a pas découvertes et qui un jour on les découvrira, et peut-être que j'espère que je serai un petit maillon qui permettra de faire progresser ces choses-là dans la chaîne de la science et de l'aventure. Puis ma foi, quand il y a l'envie de vivre une expérience, je pense que le plus important, c'est de rester à l'écoute de ses propres envies pour aller en avant. Et puis voilà. Jean-Claude Mennefeu, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. À bientôt et bon courage. Ben, je remercie non seulement Radio Mont-Blanc, mais tous les éditeurs qui trouvent intéressant ce genre d'aventurier. Et puis, au plaisir, j'essaierai de rester aussi en contact un peu avec vous, peut-être par mon portable, et puis aussi vous raconter un peu mes impressions au retour de mes aventures. Merci beaucoup. Et voilà, alors je me suis régalé dans cette interview. Hein. Bon, alors les précisions. Souvent il y a une polémique, hein, puisque il y a toujours des gens qui, et puis c'est naturel, c'est humain, qui critiquent. Hein, le premier séjour de 27 jours. Alors là, c'est les précisions toutes simples, toutes bêtes. Hein. Oui, j'ai bien en 6 jours tout seul, mis 6 jours déjà sur les 27 pour arriver avec 120 kilos dans 4 sacs de 30 kilos au sommet du Mont Blanc. Premier séjour de longue durée de 27 jours. Et j'avais mis ma tente dans un gros trou. Le gardien des Grands Mulets m'avait prêté une grosse pelle à neige à cet effet. Sauf que j'ai pas bâché le gros trou en le tendant avec une bâche et des gros blocs de neige. Quand le mauvais temps est arrivé, la tente de Ferrino était toute cassée, les arceaux cassés, la toile déchirée. J'ai tout descendu à Valo. Et de Valo, j'allais régulièrement au sommet, des fois 2 fois par jour, je crois que même 1 fois 3 fois, je faisais des allers-retours, et au Dôme du Goûter. Donc ça, c'est pour résumer la réalité du premier séjour. Hein. Bon, le deuxième séjour de 27 jours, que j'ai pas là, pour l'instant mis comme interview, il a tout simplement eu lieu, aussi au Mont Blanc, bien sûr, dans un bivouac de fil de verre de 45 kilos, filmé par FR3 au début, depuis le plan des aiguilles, en plusieurs pièces, installé au grand plateau 4000 mètres. Et de là, j'allais au sommet, mais il y a eu 27 jours qui se sont passés aussi comme ça, du Mont Blanc régulièrement, une quinzaine de fois, une dizaine de fois au Dôme du Goûter. Voilà. Allez, bonne journée tout le monde, vive la radio, vive Radio Mont Blanc et vive le Mont Blanc.